Bonjour, vous écoutez le JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot et je suis heureux de vous présenter tous les jours ce podcast qui, je l'espère, deviendra votre nouveau rendez-vous pour faire une pause dans votre journée et puis pour vous permettre de découvrir le quotidien d'autres télétravailleurs, écouter quelques bonnes idées et conseils et trouver peut-être des pistes pour améliorer votre propre organisation en cette période troublée. Le son de ce podcast n'est pas toujours au top, mais je suis sûr que vous nous excuserez car comme vous, nous sommes en télétravail ici à la rédaction de management. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manal Rajdi, un architecte de grand talent à qui l'on doit rien de moins que le plus bel immeuble d'habitation du monde. C'est en tout cas ce qu'affirme le site Archdaily, avec lequel je suis plutôt d'accord, un site spécialisé dans l'architecture qui a décerné ses prix des immeubles de l'année. Et l'Arbre Blanc, dessiné par Manal et situé à Montpellier, a été désigné en début d'année plus bel immeuble résidentiel du monde. Mais ce n'est pas pour parler de cet immeuble que j'accueille Manal aujourd'hui, c'est parce qu'il réfléchit aussi depuis longtemps sur l'hybridation entre lieu de vie et lieu de travail. Bonjour Manal. Bonjour Lomig. Alors dans une interview que nous avons publiée il y a quelques mois dans Management, vous parliez déjà de l'effacement des frontières entre habitation et bureau, mais avouez que vous ne pensiez pas que ça arriverait si vite quand même. Ça fait que 5 mois qu'on a eu cette discussion-là. Je ne pensais pas que ça allait être aussi concret pour l'ensemble des Français et du monde entier. Cette libération et cette disparition de la frontière entre le logement et le bureau, en effet, c'est arrivé très 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 vite. Alors vous, dans votre travail, comment vous réfléchissez à ça ? Parce que c'est pas nouveau pour vous, je le disais, ça fait des années que vous travaillez sur ce sujet. Et qu'est-ce que vous pensez que la période qu'on vit va changer ? Alors c'est devenu beaucoup plus concret. Moi, je parle souvent du fait qu'on vive dans un monde dématérialisé, c'est-à-dire que notre bureau est dans notre poche, on est capable de travailler un peu partout. Aujourd'hui, avec le confinement, on travaille beaucoup plus chez nous. Et l'idée que le bureau, les nouvelles façons de travailler et les nouvelles technologies nous permettent de travailler un peu partout de la façon la plus simple, la plus aisée. Aujourd'hui, c'est concrétisé dans cette crise sanitaire par le fait qu'on va beaucoup plus travailler et organiser notre journée dans notre chez-soi pour produire et faire ce qu'on a l'habitude de faire un peu partout dans d'autres lieux. Donc la notion de travail et la notion d'habitat va se mélanger de plus en plus et on va en tirer parti. Vous avez déjà commencé à réfléchir à ça dans votre travail actuellement. Comment ça se traduit d'un point de vue architectural, cette hybridation des lieux de vie et de travail ? Alors d'un point de vue purement théorique et conceptuel et aussi pragmatique dans la manière dont on conçoit les bureaux et les logements, on fait en sorte aujourd'hui d'avoir de plus en plus d'espaces partagés, de lieux de travail dans les bureaux classiques, dans le sens où on va pouvoir avoir des lieux qui vont être plutôt comme des salons, comme des lieux d'accueil ou des halls d'hôtels qui font que on peut plus tous se réunir et travailler dans des positions et dans des conditions qui sont différentes du bureau classique. Et donc ça, c'est une autre façon de concevoir les bureaux. Et de toutes les façons, la technologie nous le permet aujourd'hui avec les iPads, avec les tablettes, avec beaucoup de moyens. On n'a pas cette obligation de s'asseoir dans un bureau pour pouvoir travailler. Donc, ça donne une très grande possibilité. Donc ça, c'est une façon d'hybrider le lieu du travail. Moi, je pense que dans le futur, les bureaux vont être des lieux de rencontres et de réunions parce qu'on a besoin de se retrouver pour travailler, mais pas forcément autour de table. Ça peut être des sortes de lieux beaucoup plus agréables, autour d'un sofa, autour de lieux beaucoup plus relaxants. Et la notion de travail où on s'isole peut se faire ou à la maison ou dans d'autres lieux. Mais les bureaux vont devenir moins importants dans le sens, on se retrouve tous derrière son bureau, mais on se retrouve tous pour produire, concevoir et penser ensemble. Et derrière, après, l'individu s'isole pour faire les tâches qu'il a besoin. Donc vous voyez plus le bureau à l'avenir comme un lieu de rencontre plus que comme un lieu de productivité, en fait. Un lieu où on va discuter, se réunir, préparer les projets avant d'aller chacun travailler peut-être de son côté, soit dans un bureau, soit ailleurs.
La productivité, c'est ce qui est important et ce qui est un élément. Alors, je parle d'une certaine typologie de bureau. Bien Les sûr. gens qui sont obligés d'avoir un établi, des outils de travail, ceux-là ne sont pas concernés. C'est une autre organisation. Mais effectivement, les lieux de rencontre, ces sièges sociaux qui vont devenir des lieux de rencontre, de connexion, et parfois des choses doivent se dire de tête à tête, de face à face, doivent être des lieux agréables. Et c'est des lieux qui vont devenir plus des lieux de service, comme un accueil dans le monde de l'hôtellerie, où on accueille les salariés comme des clients, on va leur donner des lieux pour qu'ils partagent, on les met dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent, eux, mettre leurs énergies, leurs idées, mettre leur cerveau dans des positions très agréables pour concevoir et créer. Et puis après, l'individu choisira s'il veut ou rester dans ces espaces-là pour produire ou se retirer parce qu'il a la possibilité de le faire aujourd'hui. Alors ça, c'est pour le bureau tel qu'on le connaît. Et côté domicile, qu'est-ce que ça change, cette hybridation, dans la façon de concevoir les logements de demain ? Effectivement, ceux qui ont la chance d'avoir déjà prévu dans leur logement un lieu de travail, une organisation, une scénarisation, c'est ça qui est aussi important, c'est de scénariser son logement de telle sorte qu'on puisse profiter d'un moment dans la journée pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, alors, on le fait comment ? On le fait comment ? Ça passe par quoi, la scénarisation du alors, il faut devenir le Tarantino ou le Fellini de son appartement, ou le Truffaut de si vous voulez. La journée se compose en 3 parties importantes, qui est la partie de travail, la partie repos et la partie entre qui est la détente. Le travail, c'est quand on se réveille le matin, il faut qu'on se trouve un lieu dans son appartement qui est le plus éclairé possible, avec une vue vers l'extérieur. On va pouvoir s'asseoir, concevoir, produire, dessiner, écrire, tout ce dont on a besoin. Donc c'est un lieu, la table qu'on a, qui va permettre de travailler. Cette table-là, ce lieu-là, doit être différent du lieu où on va manger, par exemple. Même si on n'a qu'une seule table, il faut faire en sorte de changer d'emplacement pour avoir une autre vue, une autre orientation. Donc, on scénarise un peu la manière dont on habite son espace. On essaie toujours de trouver des fuyantes avec des fenêtres, avec des regards vers l'extérieur pour pouvoir s'échapper à un moment donné. Quand on s'échappe dans ses pensées, il faut que le lieu ne soit pas enfermé. Et puis, faut toujours éviter de travailler là où on dort. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais il faut scénariser aussi la zone de sommeil, de la zone du travail, et puis la zone de détente aussi. Il faut réussir à trouver ces zones-là qui vont envoyer des infos différentes à son cerveau quand on s'y installe. Et donc, du coup, on profite mieux de son espace et de son appartement pour pouvoir être dans des positions agréables et pouvoir travailler et supporter ce confinement. Et en dehors du confinement, ces organisations-là doivent être aussi traitées de la même façon. Il faut qu'on profite toujours de son appartement avec différents scénarios, différents usages. Quand il y a les enfants, on se met dans un endroit ici. Quand il y a les invités, c'est un autre endroit. Donc on essaie un peu de rendre ce lieu vivant en scénarisant, en changeant la position des meubles si c'est possible. Les architectures aujourd'hui qu'on conçoit justement permettent ces transformations-là à la fois dans le moment d'une journée pour pouvoir profiter au mieux de son logement. Alors au-delà de la journée, dans les architectures sur lesquelles vous avez travaillé, les projets sur lesquels vous travaillez même actuellement, est-ce que au-delà de ces journées, vous réfléchissez aussi à des logements évolutifs dans le temps en fonction de l'évolution du travail, de l'évolution de la famille, d'une plus ou moins grande présence à domicile ? Comment vous intégrez tout cela ? Alors, c'est ce que j'appelle la résilience dans l'architecture. Ce qui est très important, c'est de penser la journée, penser la semaine et penser aussi l'année et la dizaine d'années. Et donc, l'échelle du temps est très importante. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément en architecture, mais est très importante dans la manière dont on conçoit les bâtiments. Et dans ce sens-là, quand on dessine un logement ou un bureau, on l'imagine aussi dans 50 ans, qu'est-ce qu'il peut devenir. Et donc, l'évolution de la cellule familiale quand on dessine un logement peut aussi permettre ou l'adjonction ou la séparation de certains éléments ou certaines pièces pour pouvoir ou agrandir ou réduire l'appartement. Ça, c'est des dessins qu'on fait tout de suite au niveau de la conception du logement. Et puis aussi la transformation
de la programmation, c'est-à-dire que des bureaux peuvent se transformer en logements et vice-versa, des logements peuvent se transformer en fonction de bureaux. Si dans 10, 15, 20 ans, on a envie de transformer l'immeuble, il faut qu'il ait l'ADN de cette transformation inscrite et conçue directement dedans. Ça, c'est le cas déjà dans une de vos réalisations ? Bien sûr, oui. La plupart des logements qu'on dessine aujourd'hui, on les dessine évolutifs dans leur fonction et dans leur réorganisation interne, afin qu'ils puissent se transformer. Et puis, on conçoit de telle sorte qu'ils puissent évoluer si la fonction de l'immeuble ou de est souhaitable vers une autre destination, c'est que ça puisse se faire. Alors on parle là avec le confinement beaucoup de travail à la maison, mais est-ce que l'avenir ce n'est pas aussi d'avoir dans les immeubles d'habitation des zones de travail un peu différentes, mais intégrées à l'ensemble immobilier ? Ce que j'appelle le business home, c'est l'idée de créer des zones de vie qui sont les appartements et des zones de travail qui sont les bureaux sur le même niveau, le même étage, et il y a des ouvertures de l'un vers l'autre. Et donc ça, on a déjà dessiné deux projets comme ça. Il y en a un qu'on a gagné pour la métropole du Grand Paris à Villiers, et où on a développé ce concept-là, avec une hybridation totale entre les zones de bureaux et les zones de logement. Donc on n'aura plus qu'à traverser le palier pour aller travailler finalement. Oui, j'ai pas parlé de palier parce que ça paraît petit, mais j'ai parlé d'une zone partagée, c'est-à-dire que c'est ces espaces communs qui deviennent des lieux de vie et de travail aussi, parce qu'on peut le faire. Comme je disais, on vit dans un monde dématérialisé. Il suffit de sortir avec son iPad, d'être dans un endroit un peu plus lumineux où c'est fait pour, ou faire une réunion dans ce lieu partagé pour pouvoir profiter et travailler, et pas être à l'intérieur de son logement quand c'est possible, c'est très agréable. Est-ce que vous diriez que la période qu'on traverse et cette crise et ce confinement vont faire que des choses qui semblaient théoriques jusqu'à présent, voire improbables pour certains, vont devenir très concrètes puisque beaucoup vont avoir connu l'expérience du travail à la maison ? Moi, je le pense. Je défends cette idée depuis très longtemps. Donc là, je suis certain que les gens aujourd'hui vont être un peu plus à l'écoute de cette notion-là. Je suis pour l'hybridation des fonctions. Je suis pour ces évolutions un peu de notre société qui sont très naturelles, parce que on se rend compte que réduire nos déplacements, ça fait partie aussi intégrante de cette bataille qu'on mène contre le réchauffement climatique. Il ne faut pas se leurrer. C'est bien de sortir, de marcher, de pouvoir s'aérer, ainsi de suite, mais les transports, les voitures, les déplacements génèrent aussi un très grand nombre de dioxyde de carbone. Et cette énergie-là, si on la réduit en créant des lieux hybridés où il y a les logements, les bureaux, les commerces à proximité, c'est-à-dire qu'on ne voyage pas très loin, ça aussi c'est une façon de concevoir la ville de demain, en se disant que ces hybridations, à la fois à l'échelle macro, vont réduire les déplacements, mais à l'échelle, on va dire, du quartier, et même dans un seul immeuble, tout ça soit intégré et fait. Je pense que c'est aussi une vraie évolution. On a quelques projets qui sont des projets pilotes dans ce sens-là, comme le projet 1000 arbres à la Porte Maillot. On a d'autres projets aussi qui sont en cours de réalisation et de fabrication qui sont dans cet esprit-là, comme à Créteil, qui est l'arbre de vie, où on a mélangé un peu toutes ces fonctions-là pour justement réduire le temps de déplacement et donner aussi un aspect serviciel à ces quartiers-là pour qu'ils puissent, que toutes ces fonctions-là soient réunies et ne plus créer la ville monotone, monoprogramme, où les bureaux sont fermés à partir de 18h et les quartiers deviennent morts, quoi. Pour ceux qui ont envie de voir à quoi ça ressemble, on va mettre les liens vers ces projets en note de l'épisode. Avec grand plaisir. Voilà, nos auditeurs, vous pouvez aller cliquer et regarder notamment ce projet Porte-Maillot qui est assez spectaculaire et qui reprend bien tout ce qu'on vient de se dire. Petite question annexe, Manal, il y a quelques temps, vous avez été, comment on peut dire, récompensé d'une certaine façon par un site qui a classé les meilleurs immeubles de l'année, et l'Arbre Blanc, qui est un immeuble assez spectaculaire que vous avez signé à Montpellier, a été désigné plus bel immeuble résidentiel du monde. Qu'est-ce qui fait qu'il est si agréable à vivre selon vous ? Alors déjà, c'est un honneur, on est très content et fier de cette récompense, tout simplement parce que c'est un immeuble qui a mis en avant les qualités de la vie
à Montpellier et toute cette envie de vivre dehors. C'est une autre traduction de ce que c'est qu'une tour. Une tour, c'est un élément où on superpose des fonctions, mais il n'y a pas de vie sur la façade, il n'y a pas cette transpiration de la culture ou l'identification et la personnalisation des habitants sur la façade. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti cette vie sur la façade avec ces grands balcons, ces grandes terrasses. Et au fait, ça fait comme si on avait un logement à rez-de-chaussée, des maisons superposées, et tout le monde pouvait sortir dehors dans son jardin. C'est des terrasses qui font, pour certaines d'entre elles, 8 mètres de porte-à-faux, ce qui est énorme, sur 4,50 mètres, ce qui fait qu'on peut vraiment vivre dehors. Et puis, cela a généré une esthétique, une forme due à cette réalité de la fonction qui a probablement plu. Très bien. Et je retiens que quand on travaille, donc on se met vers la fenêtre pour avoir l'esprit qui peut vagabonder Très important. Par la vue et aller se promener à l'extérieur, quelle que soit d'ailleurs la vue à laquelle on a accès. Merci beaucoup pour ces conseils, Manal. Merci à toi, Dominique. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. 2 suggestions avant de vous quitter. Une chanson à ajouter à votre playlist de confinés, Des branches de France Gall. Oui, parce que malgré l'effacement des frontières entre vie pro et vie perso, il faut quand même régulièrement couper Skype, Zoom, Teams, Slack et autres et déconnecter. Alors allez-y, débranchez. Et puis un podcast que je vous recommande, hors série, l'Angle Éco spécial coronavirus, le rendez-vous quotidien de François Langlais, spécialiste éco de RTL, autour de la crise et de ses conséquences sur nos économies. L'Angle Éco hors série, un podcast à retrouver sur rtl.fr et sur toutes les plateformes. Moi je vous dis à demain, abonnez-vous et notez-nous 5 étoiles si vous aimez notre JT. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.